On était sans nouvelles de lui depuis dimanche et son départ précipité de Kaboul, envahi par les talibans. Ashraf Ghani, le président des missionnaires d'Afghanistan, se trouve aux Émirats Arabes Unis avec sa famille. Voilà ce que font savoir les autorités émiraties. Cyril Payen, vous qui vous trouvez sur place pour suivre l'évacuation du pays par les Occidentaux, vous avez pu obtenir des informations sur cette présence? Oui, effectivement, et l'information est en train, je peux vous dire, de se propager sur les réseaux sociaux afghans, et ce n'est pas du meilleur augure pour l'ancien président, qui est largement accusé d'être parti comme un traître et bien avant l'arrivée des talibans. On soupçonne même sur ces mêmes réseaux afghans, et les talibans ne vont pas le démentir évidemment, qu'il y avait un accord scellé et qu'il a simplement échappé. Alors le nouvel ambassadeur afghan au Tadjikistan, le Tadjikistan, où Ashraf Ghani et Roula Ghani, le couple présidentiel et leur famille, se sont d'abord réfugiés, eh bien affirme eux-mêmes, ça n'engage que lui, mais que le président Ashraf Ghani est parti avec pas moins de 169 millions de dollars en liquide avec lui. Alors tout cela, évidemment, irrite énormément la rue afghane. Donc les Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi, effectivement, vient de confirmer officiellement que pour des raisons humanitaires, le président en exil avait été accueilli. Ça vient de tomber, ça date de quelques heures. Il n'y a pas nécessairement de logique, vous le disiez, à l'accueil par un allié historique des talibans du président en exil, mais ce sont des raisons humanitaires. On laisse entendre que ce peut-être qu'une étape pour Ashraf Ghani, qui pourrait par exemple rejoindre les États-Unis, pays qu'il connaît bien. Mais il y a aussi, il faut le dire, en Afghanistan, des appels non seulement à ce qu'Interpol notamment intervienne, est-ce possible, pour récupérer cet argent si nécessaire, 170 millions de dollars tout de même, mais également, pourquoi pas, des appels à rapatrier l'ancien président pour le juger en Afghanistan. Donc c'est une fin de règne pour le moins piteux, comme on peut le dire en Afghanistan. En tout cas, depuis les Émirats Arabes Unis où vous vous trouvez, on se projette déjà dans l'après l'Afghanistan des talibans qui aiguisent déjà les convoitises dans la région. Oui, effectivement, le millésime des talibans en 1996, on l'aura bien compris, n'est résolument pas, à tort ou à raison, le même que le millésime 2021, puisque en 96, pardon, uniquement les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et le Pakistan étaient les seuls pays au monde à avoir officiellement reconnu l'arrivée des talibans au pouvoir. Aujourd'hui, l'Émirat islamique d'Afghanistan, tenu depuis 2 jours par les talibans, vous l'avez dit, était largement courtisé, avec des chancelleries qui ne se cachent même plus. Certaines chancelleries occidentales d'ailleurs tâtonnent, elles attendent de voir ce qui va se passer. Est-ce que les talibans vont tomber le masque? Est-ce qu'il y a une forme de sincérité? Mais en tout cas, du côté de l'Iran, de la Russie, de la Turquie et puis bien évidemment du Pakistan et de la Chine, on n'a réellement pas attendu. Et il y a effectivement beaucoup de réel politique, de pragmatisme économique. Du côté des talibans, l'Afghanistan dépend des bailleurs de fonds, énormément d'argent. C'est un des pays, je le rappelle, les plus pauvres du monde, mais qui regorge aussi de ressources astronomiques en termes de ressources gazières, de lithium, de minerais extrêmement rares, qui pourraient représenter une manne évaluée à 3 000 milliards de dollars. Ça, notamment, les Chinois l'ont parfaitement compris, avec leur allié stratégique dans la région, le Pakistan voisin, dont on sait qu'il y a une interconnexion naturelle depuis de nombreuses années entre certaines parties de l'Afghanistan et certaines parties du Pakistan. Et donc, un nouvel Afghanistan sécurisé où l'on pourrait exploiter ses ressources, c'est évidemment bien vu de la part de Chinois notamment, de Russes ou de Turcs, qui jouent vraiment le jeu diplomatique des talibans pour l'instant. Alors, il y a un autre sujet qu'on suit de près aux Émirats Arabes Unis où vous vous trouvez, Cyril, c'est ce deuxième vol d'évacuation vers Paris censé décoller dans la journée après celui déjà hier qui avait ramené 42 personnes sur le sol français. On sait à quelle heure ce vol est prévu? Là aussi, il faut bien parler d'une situation extrêmement chaotique avec ce pont aérien qui existe. Le mode opératoire maintenant est bien créé. Il y a des milliers d'exfiltrations de ressortissants occidentaux, mais aussi évidemment d'Afghans qui ont reçu la protection, et ils ont bien de la chance parce qu'on sait que ça ne sera pas le cas de tout le monde, des pays qui les accueillent. Mais c'est concrètement le tarmac militaire de l'aéroport de Kaboul qui est le seul à opérer, qui est sécurisé par les forces américaines depuis ce week-end. Il est totalement encerclé par les nouveaux maîtres du pays. Il est totalement encerclé par les talibans
talibans qui filtrent et donc ça rend la situation extrêmement difficile. Donc effectivement, il y a ce deuxième avion, vous l'avez dit, qui serait en route depuis Abu Dhabi vers Paris, qui pourrait, comme le premier avion hier, c'est un A310, atterrir vers Roissy. Et puis il y a ce troisième avion qui devait partir cette nuit, notamment en emmenant plus de 200 Afghans et Français, et dont on a peu de nouvelles. Il était sur le tarmac de l'aéroport militaire de Kaboul il y a quelques heures. On ne sait pas s'il a décollé. Donc ça montre bien la volatilité, la difficulté sur le terrain pour faire voler des avions, pour faire sortir ceux des milliers de gens qui sont éligibles à partir d'Afghanistan dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Merci Cyril Payen, en direct de Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Et puis, il n'aura pas fallu plus de 24